L'expérience client, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'intention. Acquérir un nouveau client, ça coûte 100 fois plus cher que de garder un client qu'on a déjà. Sois excellent sur la base. Mieux vaut 100 fois 1% qu'une fois 100%, je reviens là-dessus. Fait que même les notes qu'on met à l'intention des employés, on s'assure que ce soit de beaux documents, qu'il n'y ait pas de faute, que ce soit bien présenté. C'est pas parce que le client ne le voit pas que c'est pas important. Ça coûte pas grand-chose, mais ça marque l'esprit. Non. C'est une question d'intention, c'est une question de posture de l'organisation. Est-ce que je suis réellement centré client? Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Daniel Lafrenière, bienvenue. Bonjour. Très contente de t'avoir avec moi ici aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? Non. T'es ma découverte de la dernière année. Ah oui. OK. Donc, Daniel, tu es conseiller, conférencier et auteur de plus d'une dizaine de livres. Et pour moi, tu es mon gourou de l'expérience client, expérience employée. Et tu viens dans mes cohortes m'aider. Et tu es également un expert invité pour le Journal des affaires. Exact. Donc, une belle expérience. Et quand je te vois et qu'on parle, j'ai toujours l'impression que tu as des lunettes à détecter l'humain et comment il agit autant à l'interne que l'externe. Ça se peut-tu? Oui, tout à fait. C'est une déformation professionnelle. Oui, c'est ça. Je ne peux pas faire autrement que d'observer les côtés positifs comme les côtés négatifs de l'expérience. On parle d'expérience client, puis je pourrais même parler d'expérience humaine. Oui. L'humain étant le consommateur dans ce qui nous concerne aujourd'hui, mais ça peut être aussi l'employé. Puis c'est une combinaison souvent des deux qui fait que l'expérience est positive ou négative. L'expérience est positive ou négative. Et dans le fond, il y a le mot « histoire » qui est bien important pour moi. Et dans chacun des podcasts, j'aime bien comprendre l'humain. Alors, Daniel, aujourd'hui, tu as cette expertise-là, tu as cette déformation-là un peu professionnelle. Mais qu'est-ce qui t'a amené là? Donc, raconte-moi ton parcours à toi. C'est quoi? Intéressant. Moi, j'ai étudié en informatique, comme quoi l'informatique peut mener à tout, donc oui. à l'université. Donc, j'ai étudié en informatique. Et c'est drôle, on recule, on est en 1983. Oui. Pendant tout le cursus, on n'a jamais parlé du mot humain. Donc, on faisait de l'informatique pour faire de l'informatique. On apprenait des mathématiques, on apprenait des structures de données, plein de langages très techniques, de la programmation, mais jamais le mot humain n'a été prononcé. Alors, quand je suis sorti de l'université frais moulu et que j'ai développé mon premier système informatique, je remercie beaucoup cette première utilisatrice qui a fait pratiquement une crise d'apoplexie quand elle est venue pour utiliser le système que je lui avais conçu. Okay. C'est un système tout simple. Puis je me suis dit, regardons, il y a des humains qui se servent de ce que je conçois. Et là, on est en 86, 87, et j'ai vraiment fait comme une obsession sur la compréhension de l'humain. Donc, à l'époque, on parlait d'interaction personne-machine, encore un terme très académique, mais comment les humains réagissent ou interagissent avec les ordinateurs. Donc, c'est un sujet qui m'a passionné, qui m'a amené à coécrire à la fin des années 80, début des années 90, un cours universitaire avec un prof d'université. On a coécrit le premier cours en interaction personne-machine dans tout un bac, dans un seul cours, où on voulait sensibiliser les informaticiens à l'époque à
l'importance de considérer qu'il y aura bel et bien un humain normal, ce que les informaticiens ne sont pas, ce que les ingénieurs ne sont pas, sans insulter personne, parce qu'ils sont biaisés par la connaissance. On appelle ça « the curse of knowledge », la malédiction du savoir. Donc, plus j'en sais, plus j'ai de la difficulté à comprendre que les autres ne s'y comprennent pas. Donc, on a beaucoup ça, malheureusement, encore 30, 40 ans plus tard. C'est vrai. Ça s'avère encore. Oui. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai fait beaucoup d'enseignements à l'université, au bac, à la maîtrise, au MBA en technologie de l'information. Puis après ça, j'ai été recruté par mes amis de l'école d'art graphique où je suis allé enseigner dans le cadre de la maîtrise. À l'époque, on disait design multimédia. Aujourd'hui, on dit design tout court, donc design interactif, où je suis allé enseigner ces disciplines-là d'interaction de l'humain, de la connaissance de l'humain. Puis quand, justement, tu étais prof avant, là, quand tu étais dans les universités, tout ça, qu'est-ce que tu enseignais exactement? C'était aussi l'humain? Oui, c'est beaucoup l'humain. Mais rapidement, ça a tourné vers l'humain. Ça a tourné vers l'humain. C'était beaucoup comme l'humain face à la machine, on se rappelle. Oui. On est au milieu des années 90. Le web-ish est sur le point. On parlait de multimédia, on ne parlait pas encore de web à l'époque. Oui. Le web est apparu un peu plus tard. Donc, j'ai fait travailler beaucoup là-dessus, fait beaucoup de formation. Puis là, cette expérience-là que j'avais développée dans la conception, de la connaissance de l'humain, dans son interaction avec un ordinateur, je l'ai fait dans les transformations numériques des grandes organisations. Okay. Après ça, le web est apparu. Là, l'utilisateur est devenu un client. On ne pouvait pas l'asseoir dans une salle. Hein? Oui. Il fallait qu'il soit capable de s'en servir tout seul, que ce soit le plus simple possible. Après ça, les applications mobiles sont apparues. Donc, j'ai accompagné plusieurs organisations tout au long de ces transformations-là. Puis c'est avec le web et le commerce en ligne que j'ai vu qu'il y avait un écart entre ce qui était livré de manière numérique et un écart entre ce qui était livré dans le magasin. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui ont un certain âge, on va se rappeler que parfois, on allait sur le web et on voyait un article, par exemple, n'importe quoi, là, une imprimante à 399 $, puis on arrivait en magasin, puis elle était à 529. Puis là, on disait, pourquoi c'est le même produit, vous êtes le même manufacturier? Oui, mais vous comprenez, ça, c'est sur le web. Non. Donc, ça crée de la dissonance. Oui. Donc, je me suis aperçu de cette situation-là, qu'il y avait vraiment un enjeu du côté humain, côté numérique, puis le côté brique et mortier, donc le commerce. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à l'expérience client physique en appliquant les concepts de l'expérience client numérique. Oui. C'est la même affaire parce que la constante, c'est l'humain. C'est une affaire de psychologie, c'est une affaire de connaissance du client puis de répondre à ses besoins. Oui, je comprends. Mais d'où ça vient? Es-tu capable de faire une corrélation avec tes origines? D'où ça vient ce désir-là de comprendre l'humain? Je sais pas, peut-être parce que mon père était dans le commerce toute sa vie. Okay. Il était distributeur de confiserie. Puis que je me rappelle jeune de l'avoir observé, de l'accompagner pour l'aider un peu, puis m'apercevoir que dans une vente qu'il faisait dans un dépanneur, il était distributeur de confiserie. Donc, on va dans un dépanneur et il y a des bonbons, il y a des chocolats, c'est lui qui vendait ça dans les commerces. Et il y a quelque chose qui m'a comme frappé quand j'étais plus jeune, je devais être adolescent, c'est de constater que pour une transaction, mon père, une interaction avec un client qui prenait 15-20 minutes, il y a 5 minutes qui étaient liées à la transaction en tant que telle. Il y avait un 10-15 minutes qui était dédié à comment ça va, comment va ta business, le relationnel, l'art de faire du commerce, s'intéresser aux gens, comprendre leur réalité. Fait que comment va ton petit, est-ce qu'il s'est trouvé une job, puis le complet. Je comprenais pas quand j'étais jeune, parce que je disais à mon père, voyons, t'as pris 15-20 minutes, on aurait pu faire ça dans 5 minutes, on pourrait faire plus de clients puis revenir plus tôt à la maison, plutôt que de revenir à 20 heures à chaque soir. Il dit, non, t'as pas compris. Et peut-être que on sait pas, que cette petite étincelle-là, je l'ai comme perdue quand j'ai fait mes études en informatique. Mais après, je me suis dit, voyons donc, où est passé l'art de faire du commerce? Oui. Donc, de s'intéresser aux gens, d'en prendre soin, des aimer. Fait que c'est en lien avec le numérique parce que le client est devenu, l'utilisateur est devenu un client. Là, sur le web, c'est la même chose, sur le mobile aussi. Puis tout ça ne devrait faire qu'un. Si j'interagis avec la marque Apple, que je sois en ligne sur une application ou dans un magasin, je devrais avoir une uniformité, une cohérence de l'expérience. Oui. Ils réussissent très bien en passant. C'est un bon exemple. Oui, c'est un très bon exemple, exactement. On va en revenir justement à des exemples concrets.
Alors, tu as cette découverte-là, tu enseignes à l'université, tu enseignes le design aussi, etc. Et là, c'est quoi les prochaines étapes dans ton parcours? Ben c'est ça, j'ai fait beaucoup de conseils. En même temps, je faisais de l'enseignement comme chargé de cours et puis j'étais consultant, donc j'ai travaillé sur plusieurs chantiers de transformation numérique au gouvernement. Il s'est fait de très belles choses. OK. On était capable de... Ça se fait en passant, là, des choses qui se livrent dans les délais et qui ont de la qualité au coût respecté, Oui. ce qui semble moins le cas ces temps-ci. Donc j'ai fait ça, j'ai travaillé dans beaucoup de grandes entreprises, prenons Desjardins, travaillé là-dessus aussi. Donc beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils aussi d'expérience client, on appelle omnicanal avant multicanal. Oui. Donc, prenons l'exemple chez Desjardins. Je n'étais pas seul en passant, on était une équipe, mais toute l'expérience pour la clientèle aisée fortunée en gestion de patrimoine, donc en accumulation d'actifs, Oui, OK. dans le but de prendre une retraite ou de transférer son entreprise un jour. Donc, tout le parcours qui commence sur le numérique et qui se déroule dans une caisse, la préparation d'une rencontre avec un planificateur financier, la rencontre avec le planificateur, le suivi, tout ça. Donc, de bout en bout, toute cette expérience-là a été réfléchie. J'ai fait partie de cette équipe-là. Donc, ça, c'était un très beau projet dont j'en suis très fier. Puis, bon, ça ne s'est pas fait en une journée. Hein, ça a pris des années avant que tout soit intégré. Donc, beaucoup de conseils. Puis là, je dirais que depuis les 10 dernières années, à peu près, je me suis consacré beaucoup aux conférences. C'est genre la chose que j'aime le plus faire au monde. C'est quand je fais une conférence, je me dis, et en plus, je suis payé. Donc, je suis comme, j'aime ça, c'est le fun, il y a du monde, la crowd. Oui. Fait que je fais beaucoup de conférences en expérience client. C'est mon gros vendeur, si je puis m'exprimer. Oui. Puis en expérience employée aussi, mais en lien avec l'expérience client, parce que les deux sont indissociables. Oui. Et à l'occasion, je vais aborder un peu la transformation numérique des organisations parce que n'oublions pas que j'ai quand même un background en informatique et que j'ai continué à m'intéresser à la technologie. Là. Exactement. Donc, c'est une espèce de mon petit joker dans mon jeu de cartes que, oui, tu veux parler d'intelligence artificielle et tu veux parler de transfo numérique. Je peux te poser quelques questions pour t'amener à mieux réussir ta transformation. Oui. Bien, pose-lui. Bon, mettons qu'on tombe dans le vif du sujet, justement, par rapport à la transformation numérique. C'est quoi les questions importantes que les gens doivent se poser aujourd'hui? Oui, c'est une excellente question. Je vais revirer ça, puis je te reviens à ta question. C'est que le principal, problème que je constate dans la transformation numérique, ça a même affaire avec l'intelligence artificielle en passant, c'est de focusser sur l'outil et non sur l'objectif. Donc, ils font une transformation numérique en se disant, il faut acheter tel outil. Il faut changer notre ERP. Il faut changer notre ERP, implanter un CRM. Il faut mécaniser telle affaire, tel processus, donc informatiser tel processus. Puis, ils font complètement abstraction de l'humain. Puis après ça, ils disent teint humain étant les employés, teint humain étant le client. C'est de même que ça marche maintenant à tailleul.com. C'est un peu... mais excuse-moi, mais tu sais, c'est comme... Tax! Tu l'as dans les dents, c'est tout. T'as pas le choix. On t'a pas posé la question, puis on veut pas le savoir. Ce qui mène à des désastres. Alors, si on reprenait ça dans l'autre sens, alors, quelles sont les bonnes questions? Qui sont les clients, qui sont les utilisateurs, qui sont les employés qui vont utiliser la solution numérique? Quels sont leurs processus? Comment travaillent-ils? Y en a-t-il des processus là-dedans qu'on pourrait tout simplement éliminer? Oui, c'est sûr. Des bouts de processus, c'est encore plus certain. Comment les gens travaillent? C'est quoi leurs enjeux? C'est quoi les outils qu'ils utilisent en périphérie? Parce que les systèmes actuels ne supportent pas bien la tâche. Ils ont-ils un petit chiffrier Excel quelque part avec plein de données importantes? Est-ce qu'ils se sont créés un cartable, encore en 2025, là, un petit cartable avec des notes, des instructions? Est-ce qu'ils ont été bien formés? Bref, est-ce qu'on peut bien comprendre ce qu'on veut atteindre comme objectif? Après ça, travailler sur des solutions, ça marche. Donc, bien comprendre le client, ses objectifs, ses attentes. Ce qui l'irrite, trouver des solutions à ça, puis là, ça va fonctionner, plutôt que de dire, moi, dans mon bureau, là, j'ai pensé à cette solution-là comme un grand, là, puis c'est celle-là que tu vas utiliser. Puis après ça, on se rend compte que beaucoup d'argent a été dépensé en transformation numérique ou autre, que le client n'est pas content. Fait que des fois, on a une dégradation. On veut augmenter l'adhésion ou l'utilisation des systèmes. Puis on s'aperçoit, on va prendre un exemple courant. Là. Si quelqu'un n'a pas entendu parler de SACLIC récemment, c'est parce qu'il est en dessous d'une roche. Là, il y a une commission actuellement. Un des constats qui est triste, c'est qu'au lieu de favoriser l'utilisation de la solution, ça fait l'effet inverse. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent. Et en plus, les clients ne sont pas au rendez-vous. Et en plus, il y a eu des problèmes du côté des
des employés, ils n'ont pas eu suffisamment de formation, ont-ils été consultés, je l'ignore. Tout ça est parti d'une noble intention, je tiens à le préciser. Il n'y a personne qui a voulu faire de quoi de mal en se disant « Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de compliqué ». Non, il n'y a personne qui a pensé à ça. Là. Non. Tout le monde avait une bonne intention. Il y a plein d'autres sujets, là, je ne m'embarquais pas là-dessus, mais strictement en matière de conception. Sauf que, est-on réellement allé voir le client? Est-on réellement allé voir l'employé? Je me pose des questions. Oui, donc, ça, c'est le piège. On prend cet exemple-là, c'est pas unique, là. Je le vois partout. C'est juste partout. qu'on parle. Puis là, c'est comme... Il n'y a pas de... Comme tu dis, il n'y a pas de finalité en tête. C'est comme, faut changer le système. C'est ça. Mais non, faut changer le système. C'est what's next? C'est quoi ton alignement stratégique? Vers où tu veux t'en aller? Si tu veux dire, je vais être le number one expérience client au pays, peut-être que tu vas choisir un système qui est différent si tu connais ta finalité. Peut-être que tu vas aller sonder tes clients. C'est ça qui se fait pas, dans le fond. C'est l'espèce de compréhension des besoins. Exactement. Puis prendre le temps de le faire. J'ai écrit un bouquin, là, 500 questions à se poser avant un projet de transformation numérique. 500. Un livre juste des questions. Les gens me trouvaient un peu bizarre. J'ai dit non, posez-vous la question. C'est qui les clients? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je travaille sur la bonne solution? Et c'est la même chose. On parle de transfo numérique ici. Je parle d'expérience client. La première affaire que je fais dans une organisation, c'est que je fais une recherche pour connaître la clientèle. Une recherche qualitative. Je veux connaître mes clients. Après ça, je vais faire un parcours client. C'est un outil pour produire un diagnostic de la situation actuelle. Bon, ça va me permettre d'identifier qu'à cet endroit-là dans le parcours, c'est plus complexe. Puis ce qui est plus complexe pour le client est souvent plus complexe pour l'organisation. Donc, on le perd en efficience, ça nous coûte cher, blablabla. Le client n'est pas content, il est sans connaissance, puis parfois, ça peut devenir ce qu'on appelle un moment de vérité, c'est-à-dire que le client va décider que j'arrête de faire affaire avec toi, là, ça n'a juste pas de bon sens, là, je t'aime pas. Bon, fait que là, ça nous permet d'identifier le bon problème pour travailler sur la bonne solution. Et parfois, la solution, elle ne coûte rien. Parfois, la solution, là, elle ne coûte pas grand-chose. Oui, il y a des systèmes dépassés dans les organisations, on comprend. Oui, parfois, la technologie est passée date, puis elle nous nuit réellement. C'est correct, ça se peut. Mais des fois, c'est juste de... On aura peut-être besoin de faire un petit peu plus de formation. Ah, OK. Peut-être un rappel des bonnes pratiques, d'avoir un playbook, donc les us, pas les us et coutumes, mais les bonnes pratiques, le guide des procédures, un manuel d'instruction disponible, un petit peu plus de coaching, un petit peu plus de suivi, un petit peu plus d'écoute des employés de ce qu'ils ont à nous dire, parce que c'est une source extraordinaire d'informations pour connaître le client. On a juste à parler à des employés, puis on leur demande « Parle-moi donc des clients ». Puis ils vont vous en dire des affaires là, de manière extraordinaire. On peut écouter les conversations. Écouter, dis-je, les conversations. On peut les analyser aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on peut détecter des patterns, des choses qui se répètent. Tout ça est à portée de main. Donc, ça nous permet d'identifier le bon problème, de travailler sur la bonne solution. Puis la bonne solution, parfois, elle ne coûte pas grand-chose. Puis elle a un gros retour sur investissement, donc le ROI. Puis parfois, elle ne coûte pas grand-chose, puis elle a un grand retour sur l'expérience, le ROI, Return on Experience. Donc, c'est une affaire qui, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça marque l'esprit. Exemple, le Magic Castle Hotel en Californie, je prends cet exemple-là parce qu'il est vraiment rigolo. C'était un motel brun 3 étoiles. OK, ça marche en bloc de béton. Oui. Il y a une piscine, puis il y a des kids dans la piscine parce que c'est l'été, ils sont en Californie, puis il y a un trou d'eau, les enfants sont dans le trou d'eau. Oui. Parfait. Fait que sur le bord de la piscine, il y a le Popsicle Hotline. Fait que la ligne rouge, Popsicle. Fait que le jeune sort de la piscine, il prend le téléphone, puis dit « Je voudrais avoir un popsicle rouge, s'il vous plaît, aux cerises. » Puis il retourne dans la piscine. Puis là, il y a un serveur qui arrive en soute avec un plateau d'argent, puis qui va y porter un popsicle. Ça coûte combien faire ça? Rien, parce que, je veux dire, ces popsicles-là, il doit les acheter. Je fais un pléonasme ici, chez Costco, en gros. Là. Bref, ça doit coûter 2-3 cents. Cet employé-là, il est là autour de la piscine parce qu'il vend de la bière aussi, puis des cocktails. Puis il est là de toute façon. Fait que le retour sur expérience, il est hallucinant parce que le jeune, il fait comme « Wow, je suis traité comme une vedette, puis je reçois des popsicles à la demande, j'ai un téléphone rouge, puis il y a quelqu'un qui m'amène ça. » Mais il va en parler. Ses parents vont prendre des photos. Puis la prochaine fois qu'ils vont vouloir, ils vont parler de « On va-tu retourner dans un hôtel? » Ben, c'est lequel qui va être choisi, d'après vous? Ça va être le Magic Castle Hotel. Fait que c'est cette petite attention. Donc ça, c'est le retour sur expérience. Oui. Le retour sur investissement dans les organisations, c'est peut-être de faire en sorte que si j'envoie une facture,
puis qu'elle n'est pas payée, parce que le client ne la comprend pas, ça peut être tannant. Puis sur le cash flow, même sur la trésorerie, fait que prenons juste cet élément-là, c'en est un qui fait mal. Prenons un autre exemple, c'est quelqu'un qui reçoit une correspondance, qui ne la comprend pas, qui appelle pour comprendre, puis là, qui attend pendant 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, qui vient à bout, qui déverse son fiel sur l'employé qui répond au bout de la ligne, ou du fil, ou peu importe. Puis là, on vient de créer vraiment un cercle vicieux. Là. Donc, puis un cercle vicieux qu'on a créé nous-mêmes en envoyant une communication incompréhensible à un client qui ne comprend pas, qui va nous appeler, qui va être impatient de patienter pendant tant de minutes ou tant d'heures au téléphone, qui va faire en sorte que mon employé va répondre à ça toute la journée, essayer d'expliquer quelque chose qui est mal écrit. Bien, il va finir par l'énerver, puis il va quitter son emploi. Puis là, on va être obligé d'employer un nouvel employé qui va être néophyte, qui va faire des erreurs. Puis là, on part vraiment le cercle vicieux. Fait que là, alors qu'à la source, si on faisait un petit peu de recherche, un petit parcours client tout simple, puis on posait des questions aux employés, qu'est-ce qui provoque les appels? Puis ça, je pose cette question-là dans les organisations, puis les gens me disent « Ah, ben là, on ne fait pas un registre des appels. » Bon, ben là, comme faisant, là, premier, ou il fallait analyser par l'intelligence artificielle, peu importe, ou prenez des notes, ou demandez à des gens experts dans l'organisation qui font ce travail-là, puis identifier la cause du problème, la source, pour prévenir le problème. Ah! Donc, je peux faire une communication plus claire. Ben oui, fais-le, toi. Puis là, ça va prévenir des appels. Ben oui. Bon, ben, fais-les. Dans ma tête à moi, c'est « just do it », là, comme dit Nike. Qu'est-ce que tu attends? Fait que souvent, les gens, ils disent « Ah non, on va attendre, là, parce qu'on est dans un grand processus de transformation échelonné sur 3 ans avec des comités, puis des tests, puis des ci, puis des ça. » Pendant ce temps-là, ton client, il n'est pas content. Pendant ce temps-là, ton client, il est sollicité par d'autres marques en passant. Il fait comme... Les autres marques sont là à côté, là. « Wouh! Viens chez nous! Je suis beau, je suis fin! » Exact. Fait que là, à un moment donné, tu vas le perdre, ton client. Oui. Donc, on peut-tu regarder ce qu'on peut régler? Puis oui, la transfo numérique, j'y crois, c'est une bonne solution. Oui, l'intelligence artificielle, j'y crois, c'est une bonne solution. Mais peut-on partir du problème pour essayer de trouver une solution plutôt que de trouver une solution pour essayer de trouver un problème? On marche à l'envers. Mais ce que je te dis là, je disais ça en 1990 quand j'enseignais à l'université. Là. Oui. Je disais la même affaire en 2000 aussi. Puis quand je fais des interventions, il y a quelques cégeps qui m'invitent pour parler à des informaticiens. Puis je leur dis la même affaire aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je dise de plus, là. Oui. Tu viens sur le podcast, on va essayer de te faire rayonner. Non, mais pourquoi que ça fait ça, justement? Parce que, tu sais, moi, j'ai un background d'amélioration continue. Puis, tu sais, quand tu me parles de ça, puis en fait, c'est prouvé statistiquement qu'on utilise les systèmes qu'on met en place dans les organisations, le potentiel de seulement 5 à 10 des plateformes. Bien sûr. Puis, on revient à la base. Bien là, c'est que, dans le fond, le président, lui, il dit je paye pour copilote. OK, c'est implanté chez nous, l'intelligence artificielle. Mais tu ne formes pas, tu ne développes pas, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas un genre de mindset, de culture. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de... C'est ça. Exactement. Fait que, pourquoi on n'est pas capable de prendre le pas de recul pour bien comprendre? Deux raisons. La première, c'est quand on dit qu'il faut faire un petit peu de recherche pour comprendre la réalité des employés et des clients, tout le monde dit « Ah, on n'a pas le temps! Ouais. » Ils imaginent toujours une affaire de je ne sais pas combien d'années qui va coûter une fortune. Puis là, tu vas investir, je ne sais pas moi, 2 millions, 10 millions, 100 millions, peu importe la taille de l'organisation. Puis tu n'as pas 50 000 $ pour t'assurer qu'on ne fait pas fausse route dès le début. Ouais. C'est comme la fondation d'une maison. Là. C'est ça la recherche. Là. Est-ce que je résous le bon problème pour la bonne personne? C'est ça l'intention. Fait que si tu ne le sais pas... Donc, mais souvent, on a ce prétexte-là. J'ai travaillé sur un projet en France il y a quelques années. Mon client, à moi, développait une solution numérique sur un iPad qui accompagnait des représentants commerciaux. Donc, la solution numérique était là pour qu'un représentant, donc c'était quand même de grandes marques, là, prenons Danone, L'Oréal, Pernod Ricard, des grandes sociétés. Et puis, la prémisse de mon client, c'était que sa solution numérique éliminait 90% du papier. OK. C'était ça. Fait que, le travail du représentant va être plus facile, plus contrôlé. Fait que là, je leur ai dit, il me semble que... Puis, ils voulaient avoir un redesign, un rafraîchissement de la solution numérique. Donc, il m'a engagé je travaillais avec une firme de New York à l'époque, pour aller comprendre la réalité de ces clients-là. Donc, je suis allé sur le terrain, j'étais allé à Paris, puis j'ai accompagné un représentant de
pour voir comment ça marche, c'est quoi sa job, comment il vend, comment il utilise la plateforme. Et on s'est aperçu qu'il utilisait la plateforme numérique à peine 10% du temps. Fait que là, on fait comme, comment ça se fait? Fait que, pourquoi tu utilises le papier? Pourquoi tu n'utilises pas la plateforme? Ah, ben c'est parce que la plateforme, elle est orientée, c'était pas mauvais, là, mais ça a été pensé avec un mindset, un état d'esprit d'informaticien. Donc, voici tous les objets que tu peux manipuler. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Une job de représentant, le pivot, c'est la rencontre. Donc, avant la rencontre, pendant la rencontre, après la rencontre. Tout tourne autour de la rencontre. C'est un protocole précis à respecter parce que ce sont de grandes marques. Fait qu'on a reconstruit le système, la solution numérique, avec comme élément pivot, élément central, la rencontre. Puis là, on a fait comme, combien de temps ça a pris faire cette recherche-là? 3 jours. Bon, 3 jours de 12 heures à 2 personnes, mais... Mais quand même, ça démontre que, tu sais... Ça démontre qu'en peu de temps, on peut faire cette démarche. Fait que ça, c'est la première raison. Fait que les gens pensent que ça va être trop compliqué, que ça va prendre trop de temps. Ce n'est pas vrai. D'accord? Puis il y a des méthodes scientifiques, là. Je les enseigne, je les pratique. Là. Ça marche, c'est éprouvé. Deuxième argument, deuxième réponse à ta question, c'est pourquoi les gens achètent encore des solutions. Parce qu'ils croient encore à ce qu'on appelait à l'époque en informatique le silver bullet, la solution. Là, ça, cette affaire-là, c'est miracle. C'est le miracle. Ça va régler tous tes problèmes. Tu n'as rien à faire, t'installes ça, c'est fini. C'est de la bullshit, OK? Fait qu'on peut-tu le dire? Ça ne se peut pas. Ça fait des décennies que tout le monde prétend inventer. Hey, avec ça, là, ça va être génial. Non. Si on ne comprend pas la façon de travailler des gens, le contexte des gens, la réalité des gens, si je développe une solution, je parle de numérique, là, on pourra revenir sur l'expérience client standard, mais numérique pour des cols bleus au Québec, ben peut-être qu'un bouton de 10 par 10 pixels, c'est un peu trop petit. Okay? Puis que l'hiver, ils ont des gants. Puis que quelqu'un en Californie ne pensera pas à ça. Donc, il y a cette dimension-là. Donc, je me suis intéressé, comme tu peux le constater, beaucoup à l'expérience client numérique, mais je m'intéresse aussi beaucoup à l'expérience client C'est drôle que tu dises ça parce que le sponsor de notre podcast, c'est Big Bang. Big Bang, et je travaille avec Gabriel. Puis ce que j'aime de Gabriel, c'est que c'est pas une firme, puis souvent, je vois mes clients, ils se font prendre. C'est-à-dire que je vais rencontrer 3 fournisseurs de ERP. Mais quand le fournisseur, il pitch sa vente de solutions. Bien sûr. C'est normal aussi. C'est normal, mais alors qu'on devrait plus faire, puis c'est ce que j'aime de Big Bang, c'est qu'eux, ce sont des intervenants qui vont évaluer ton besoin. Exact. Qui vont avoir une vision 360 de ce que tu fais, puis qu'après, ils vont être capables d'aller cibler et dire, OK, moi, je représente n'importe quelle solution. Je vais juste te designer pour toi. J'appelle ça le roadmap technologique. Absolument. Mais tu sais, la solution personnalisée à tes besoins pour que tout se parle puis qu'il y ait une cohérence dans 3 ans puis que tu n'aies pas investi 1 million puis qu'au bout d'1 an, le système, ça m'est arrivé. J'ai des clients comme ça, ils investissent 2-3 millions puis quand le système est fini d'implanter, c'est pas la bonne solution. Exact. Mais on a travaillé sur le mauvais problème. Exact. Donc, c'est la même affaire en expérience client humaine. C'est quoi le problème? Puis moi, j'aime bien l'expérience client 360 ou omnicanal ou peu importe. Je veux comprendre du début jusqu'à la fin, ça se passe comment? J'accompagne actuellement un grand quincaillier au Québec, Canac, pour ne pas le nommer. Puis, je ne trahis aucun secret. On s'est intéressé au parcours du client du moment où il regarde, où il entend une pub à la radio, où il consulte son site web, le site web sur son iPhone ou sur son iPad ou peu importe, au moment où il arrive dans le magasin, où il s'oriente dans le magasin, où il passe à la caisse, au moment où il va dans la cour à bois pour ramasser, où il fait livrer ses marchandises. Bon, le cycle au complet, le parcours complet du client. Puis avec les gens là-bas, c'est fait avec le monde là-bas. Moi, je fais juste poser des questions. Je suis bon pour poser des questions, je n'ai pas toujours les solutions. Mais avec l'équipe là-bas, on a pu identifier, à cet endroit-là, on a une petite faiblesse. Ça serait quoi les solutions? Je veux dire, il y en a des solutions. Il y en a plein, là. Puis c'est pas des solutions nécessairement complexes. Il suffit juste de prendre ce recul-là. Et souvent, les gens dans les organisations, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont le nez collé sur l'arbre, ils ne voient pas la forêt, c'est un classique. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à faire un autodiagnostic, puis ils ne se posent pas les questions. Moi, je suis quelqu'un de l'extérieur. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse dans mes yeux à moi, dans ma tête à moi. Fait que je peux poser plein de questions. Quelqu'un peut acheter le livre aussi s'il veut. C'est un bon... Mais se poser plein de questions sur l'organisation auxquelles ils n'ont pas nécessairement réfléchi dans les dernières années.
Pourquoi vous faites ça? J'ai un de mes clients, c'est ça que j'ai fait. Fait que là, il y avait un bout de processus. Là. Puis il était manuel, puis ça occupait plein de monde. Puis alors que l'organisation avait besoin de ces gens-là ailleurs, mais ils faisaient ce travail-là. Puis là, je leur demande, puis ça irritait, je m'en ai dit écœuré, c'est le bon terme, écœuré le client aussi en bonus. Il y a personne qui était content, le client était irrité, les employés étaient irrités de faire ce bout de processus-là. Moi, j'ai posé la question, pourquoi on fait ça? Il n'y a personne qui était capable de me dire, mais quoi? Ouais, mais selon une règle, qui les écrit, les règles? Ah, c'est vous autres? On peut-tu arrêter ça? Exact. Fait qu'on a libéré 15 employés à temps plein pour une job à valeur non ajoutée, autant pour l'entreprise que pour le client. Oui. Puis on a déplacé ça ailleurs dans l'organisation où il y avait plus de valeur ajoutée. Donc, c'est de réfléchir à ces solutions-là. C'est comme l'intelligence artificielle. On peut mettre ça mur à mur. On peut commencer graduellement. Mettons, dans une organisation, imaginons que j'ai un haut taux de roulement d'employés. Bon, parfait. Fait que ça, on le découvre par l'expérience client. On fait le diagnostic sur l'expérience client. On se rappelle, on identifie que, tiens donc, ça prend un temps fou avant d'avoir des réponses du côté du client, ou le client attend des réponses différentes pour la même question. Là, on fait comme, on a un problème quelque part. On regarde l'arrière-boutique. On regarde, plein d'employés néophytes. C'est pas de leur faute, ils commencent. Ils n'ont pas de personnes ressources pour les aider. Fait que là, ils cherchent dans l'organisation qui pourrait leur donner les réponses. Ça ralentit le délai de réponse. Des fois, ils se trompent. Ça irrite le client. Là. Toute une solution, une situation qu'on ne veut pas. Une solution simple. Tu prends un agent conversationnel interne. Tu documentes tes processus. Tu rends ça accessible aux employés en première ligne. Ils ont accès à un expert. Puis qui vont le peaufiner, le raffiner avec le temps. Puis à un moment donné, ils vont faire quoi? Puis quand tu vas être raffiné puis bien éduqué, ils vont le rendre disponible aux clients. C'est cette réflexion-là. Fait que les gens disent, non, pour faire de l'intelligence artificielle à grandeur. Non. À cet endroit-là, on a un problème. Parce qu'on a un fort volume d'appels, puis on a un problème avec notre clientèle, puis ils décrochent à cause de ça. La solution, c'est pas d'engager 25 autres agents au téléphone. On est en 2025, c'est un peu ridicule, là. Fait que c'est soit de mieux les outiller, soit de rendre certains clients plus autonomes. Et c'est là que le numérique vient nous porter des solutions. Encore là, des solutions ponctuelles à des endroits où ça fait le plus mal. Puis graduellement, moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas. Là. L'expérience client, mieux vaut 100 fois 1% qu'une fois 100%. Ça veut dire quoi? C'est que chaque petit geste au quotidien qui va me permettre d'améliorer l'expérience client, mais le cumul de ces petits gestes-là vont faire en sorte que je vais procurer une bonne expérience client. Puis si je procure une bonne expérience client, ça va avoir quoi comme effet? Mais je vais garder mes clients. C'est donc le fun, ça. Fait qu'au lieu d'essayer de faire du démarchage, du marketing, il faut en faire, on s'entend, là. C'est important parce que le marketing, c'est comme « Wouh! J'existe, je suis beau, puis je suis fin, viens faire affaire avec moi. » Mais ça coûte cher. Oui. Alors que garder un client, ça coûte rien. Une échelle, là, un ordre de grandeur, là, acquérir un nouveau client, ça coûte 100 fois plus cher que de garder un client qu'on a déjà. Imagine. Donc, 100 pour 1. Oui. Fait que dans la période actuelle aussi, là, on peut-tu garder nos clients? Oui. Je pense qu'on peut faire ça, là. En tout cas. Tellement. Tellement. Il me semble que c'est pas compliqué. Il faut juste faire ce que moi j'appelle la base. J'ai un de mes amis, Michael Carpentier, il appelle ça les affaires plates. J'aime beaucoup ce terme-là. Les affaires plates qui ne sont pas sexy. Mais tu sais, je peux-tu avoir des employés qui aiment leur travail, qui aiment les gens, puis qui sont compétents? Bon, si je suis un commerce, est-ce que ça peut être propre, les heures d'ouverture? Est-ce qu'elles peuvent être affichées correctement? Est-ce que je peux être accueilli avec le sourire et non avec une face de baboune? Est-ce que mes employés peuvent connaître leurs produits? Est-ce qu'ils peuvent anticiper mon besoin? Est-ce qu'ils peuvent réellement s'intéresser à moi? Est-ce qu'ils peuvent personnaliser leur offre? Comme je dis aux gens, arrêtez de me vendre du shampoing, là. J'ai plus de cheveux depuis l'âge de 18 ans, là. tu brûles du gaz pour rien, là. Tu peux-tu me vendre de quoi qui m'intéresse? Puis si tu construis une relation avec moi, bien, je vais devenir fidèle. Si je ne construis pas de relation avec toi, tu vas n'être qu'une commodité. Donc, ça va être une transaction. Que, mon exemple préféré que je prends à South by Southwest, où je vais à l'occasion, il y a un café qui s'appelle le Café Médicis. Et puis, je suis rentré là pendant un des événements. Puis, j'ai été accueilli par une assistante gérante qui était toute souriante. Puis, qui me dit « Ah, bonjour, Daniel, comment ça va? Puis, d'où viens-tu? » Fait que là, comment tu sais pour savoir qui je suis? On a une cocarde, puis c'est écrit Daniel Lafrenière. Puis c'est écrit Québec. Elle sait très bien que je viens pas du Texas avec un nom comme Daniel Lafrenière. Donc, on se met à parler du Québec. Puis là, elle dit « Oh, Québec, snow, cold, you speak French. » Je vois, il y a un temps plein ça. Puis là, on parle de café. Là, on parle juste d'un café en passant. Là. On parle de café. Puis là, elle me regarde, elle dit « un beignet avec ça. » On a des beignets, là. Ils sont
Ils arrivent tout chauds, là, c'est à la boulangerie. Ils sont au bleuet. C'est vraiment mes préférés. Voulez-vous y goûter? Donc, en quelques secondes, elle a fait une vente suggestive, un upselling incroyable, à 8 le beignet. C'est quand même intéressant. Là. Donc, c'était pas à 2 piastres. Donc, mais elle a créé quelque chose. J'y retourne le lendemain. C'est encore la fille, Janelle, qui m'accueille. Puis là, elle me regarde, elle fait comme « Hi, Daniel! » C'est correct que j'ai mon cocarde, ma cocarde. Puis après ça, la deuxième phrase qu'elle me dit, c'est « The usual? » J'ai comme d'habitude. À un instant, tu me niaises, là, ça se peut juste pas. Ah oui, décaf cappuccino extra hot to go with a blueberry donut. Mon cœur a fondu, là. C'est clair. C'est clair. Fait que tu vois, un micro-moment, mais elle a créé une relation. Donc, pendant les 10 jours de South by Southwest, où est-ce que je suis allé prendre mon café puis mon beigne? Bien, 2 fois par jour, au Café Midi, parce que Janelle, elle s'est intéressée à moi, parce qu'elle m'a connu, elle m'a reconnu. Ben oui. Elle a créé une relation. Fait que c'est le mot-clé. Donc, créer une relation humaine. Donc, dans le premier contact que j'ai avec une marque, peu importe la marque, ça peut être au téléphone. Créer une relation numérique, ça se fait aussi numériquement. Là. Ouais. On peut reconnaître le client, on les a, les données. Si je reçois une facture puis que j'appelle dans un centre d'appel d'une organisation, c'est probablement en lien avec la facture. C'est ça. Tu pourrais le deviner. Si j'ai acheté tel produit numérique, puis il y a forte chance que je t'appelle, ou peu importe, comment assembler tel meuble, puis que j'appelle au service technique de je ne sais pas trop où, là, de soutien à la clientèle de Ikea ou autre, il devrait être capable de dire « Oh, monsieur Lafrenière, ah oui, c'est pour la commode Lund, peu importe. Oui, qu'est-ce que je peux vous aider? » Parce qu'ils l'ont, l'information. Ils ne le font pas. Mais le jour où on va faire ce petit effort-là, pas gros, c'est pas compliqué, là, on ne parle pas d'investissement technologique de la mort. Là. C'est vrai. C'est juste la base. Mais si on fait ça, on va passer d'une relation, d'une pure transaction, d'une commodité, à une relation. On va passer du B2C, donc business to consumer, on peut mettre B2B aussi si on le souhaite, c'est la même chose pour moi, au B2Me. Donc là, c'est moi. Donc moi, comme client, je me sens concerné, je me sens interpellé, je me sens bienvenu, je me sens écouté, je me sens pris en charge. J'ai pas l'impression de déranger. J'ai pas l'impression de parler à un employé qui purge une peine, parce qu'il y a des endroits, ça me donne cette impression-là. Je t'en ai pris pour combien? Je dis, ça a vraiment pas l'air de te tenter faire ta job, là. Non, mais sais-tu, il y a d'autres jobs ailleurs. Tu peux travailler dans un entrepôt, puis c'est tout à fait louable puis noble. Mais toi, de devant la clientèle ou change de face, faites quoi, là? Oui. Non, mais c'est important, là. Oui, c'est vrai. Fait que c'est tous ces petits éléments-là qui vont faire en sorte que je vais me forger une opinion positive ou négative d'une marque. L'expérience client, qu'elle soit humaine ou numérique ou papier ou peu importe la pub, n'importe quoi, c'est un ressenti. Oui. C'est moi ce que je ressens quand j'interagis avec cette marque-là. Bon, est-ce que c'est positif? Tant mieux. Puis ma job à moi, puis c'est la job de toutes les organisations, c'est de maximiser les ressentis positifs puis de minimiser les ressentis négatifs. Puis tu avais une corrélation là-dessus. Ça en prend combien de positifs pour négatifs? Ah, il y en je suis pas sûr qu'il y en a une exacte, mais c'est sûr qu'on ne veut pas être dans le rouge. Je comprends? Oui. C'est sûr qu'après un certain temps, la marque va s'effriter. Mais il y avait peut-être la statistique à laquelle tu fais référence, c'est qu'aujourd'hui, il y a 33 % des gens, ça c'est une vraie étude, là. Mais tout ce que j'ai dit, c'est vrai aussi, en passant, mais c'est tout basé sur des vrais chiffres. On te croit. Oh, merci, c'est gentil. non, mais c'est parce que tout ce que je vous ai dit, c'est tout basé sur des vraies affaires. Il y a 33 % des gens qui sont prêts à changer de marque, qu'ils aiment, après une seule mauvaise expérience. Ça, le chiffre, c'est 32. Fait que 32. Un client sur 3, là, après une seule mauvaise expérience, est prêt à dire avec une marque qu'il aime, wow. est prêt à changer. Donc, ça nous laisse... On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Là. Mais le client, il est bien servi ailleurs. Pas partout, mais le client du 21e siècle, il est habitué à un certain niveau de service. S'il achète sur une célèbre boutique en ligne là, américaine, prenons Amazon ou Fortnite dans l'Ouest canadien ou ailleurs, j'achète n'importe quoi. Là. J'ai un courriel pour me dire qu'on a reçu ma commande. Je reçois un autre courriel pour me dire qu'elle est en traitement. J'ai un autre courriel pour me dire qu'elle a été expédiée à un telcom. C'est les gens qui ne dorment jamais. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils dorment, ces gens-là. Puis après ça, j'ai un courriel d'un telcom qui me dit que Sam, mon livreur, va passer d'ici 3 heures. Puis après ça, j'ai un autre courriel pour me dire que Sam allait virer ça dans le fond du carport parce que je n'étais pas là. C'est un exemple, là. J'ai un autre exemple à la Nespresso qui se rappelle de ma dernière commande.
Puis il me dit, ben comme l'autre fois, comme Janelle au Texas, là, des usual, c'est la même affaire chez Nespresso. Fait que je suis habitué à ce niveau-là. J'envoie des requêtes, je fais des demandes, peu importe c'est quoi, puis après ça, j'ai aucun feedback. C'est silence radio. Fait que le client du 21e siècle, il est exigeant parce qu'il y a des entreprises ailleurs qui se disent « Ouais, le suivi, c'est comme important. » Fait que nous, on va s'efforcer d'améliorer le suivi. Fait que lui, il est bien servi chez les distributeurs en ligne. Il transpose ça dans toutes les sphères de sa vie. Puis il dit « Mais moi, je veux le même niveau de service. Sinon, là, je vais aller ailleurs. » C'est ça. Mais c'est là que je trouve ça... Puis là, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui se posent la question, c'est-à-dire que on comprend des Amazon, on comprend des Apple, on comprend des Nespresso. Mais tu sais, aujourd'hui, les attentes sont les mêmes pour la personne qui va avoir sa boutique sur Saint-Denis. Absolument. Absolument. Mais tu n'as pas les mêmes revenus, là. Tout à fait. Mais c'est une excellente question. L'expérience client, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'intention. OK. C'est ça la... Bien, c'est pour ça que c'est ça que je veux que tu me dises, justement. C'est une question d'intention. Oui. Je vais citer souvent Apple, puis les gens vont dire « Ah, c'est bien, Apple, ils nagent dans les milliards. » C'est vrai, mais ils ont une réelle intention d'améliorer l'expérience client. Donc, qu'est-ce que ça prend pour une organisation de dire... Une PME, là. Une PME. Oui, mais envoyer un courriel à quelqu'un, sans faute en passant, achetez Antidote, là, s'il vous plaît. Donc, non, parce que des courriels bourrés de fautes, moi, ça vient casser mon... Tu viens de perdre... Les commerces où c'est écrit fermé ER, là, je rentre plus jamais là. Tu sais, c'est fermé, puis tu me reverras pas à face. Si t'es pas capable de mordu, là. Je veux dire, on apprend ça en quelle année, là? Troisième année, peut-être. 3e, 4e année, une affaire de même. T'étais où, là? Bon, je reviens. Mais c'est toujours une question d'intention. À quoi le client s'attend-il? J'en ai parlé un peu tantôt, mais je vais t'énoncer ça rapidement. Là. Puis tu vas t'apercevoir que ça ne coûte rien, que c'est facile à faire. C'est juste une question d'intention. Puis d'encadrement, on s'entend. Oui. Puis d'exemplarité aussi du gestionnaire ou du propriétaire. Si j'ai un propriétaire qui est baboune avec les employés, il ne peut pas demander aux employés d'être gentils avec les clients. Non. Vous comprenez? Fait que c'est quoi les principes? Accueillir le client. Avec le sourire. Donc, la date, pas trop dure. Hein, ça marche. Coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Prendre le temps de l'écouter. L'écouter. C'est quoi son besoin, son problème. Puis arriver avec une solution ou des recommandations ou des produits qui vont vraiment répondre à son besoin. Donc, un petit peu de personnalisation. On parlait de B2B tantôt. C'en est. Après ça, c'est anticiper le besoin. Le cas classique chez Ikea, c'est quand tu rentres, tu as un petit calepin, un crayon, puis un galon à mesurer pour savoir si le fauteuil va rentrer dans ton salon. Hein? C'est comme assez évident. Là, c'est comme... ben, regardons ça, toi, t'as ça. Bon, ça marche, c'en est un. Après ça, c'est pas abandonner le client. C'est essayer de trouver des alternatives, ces éléments-là. Après ça, c'est une affaire d'inspirer confiance par le niveau de connaissance des employés, la qualité des produits, la propreté, l'état des lieux, si on est dans un lieu de commerce. Là, passer une guenille sur un comptoir, encore là, c'est à portée de tout le monde. Enlever la poussière, nettoyer la vitre, là, qui est beurré. Parfois, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est vrai. Il est-tu passé un autobus de Pee-Wee avant, là? Puis, je veux dire, c'est pas ça, là. T'es à l'heure d'ouverture le matin, puis là, tu fais, pourquoi ça n'a pas été lavé? Pourquoi ça n'a pas été nettoyé? Est-ce que je me cirais sur ce... J'ai dit ça ce matin, là, j'étais dans un café, puis j'ai fait une petite montée de lait polie, en disant au gérant, je montrais le siège, le fauteuil, puis je dis, est-ce que tu t'assirais là-dessus? Il a fait comme, mais là, vous n'êtes pas occupé, là, tu sais. Une guenille de l'eau, vous essuyez, vous entretenez votre commerce comme du monde. Ouais. Ça fait partie de l'expérience client. Puis après ça, bien, inspirer. Donc, on revient, l'esthétique, inspirer confiance, la tenue, la posture, tout ça est important, là. Comment les gens sont habillés. Si je travaille dans... J'ai une marque, là, mais tu sais, je suis pas obligé d'être en veston-cravate, là. Je peux être en jeans avec un T-shirt de la compagnie, mais il peut être propre. Il n'est pas obligé d'être tout beurré, là. Mais si on voit ça, là... Ah, mais tu sais, moi, dans mon domaine... Oui, mais c'est parce que tu peux pas en avoir un autre, là. Comme dans un restaurant, ton tablier, tu peux-tu le changer? Oui, je comprends là, qu'après un service, mais t'en as d'autres en arrière. Tous ces éléments-là vont venir influencer ma perception. Mon appréciation de la marque vont provoquer soit un ressenti positif ou un ressenti négatif. Mettre des instructions claires, mettre un site web clair, compréhensible par un humain normal. C'est rendu rare, là. Puis là, je revenais à ces heures d'ouverture, mais des fois, ça me fascine des commerces. Tu vas sur le site web, c'est une heure d'ouverture, X. Tu t'en vas, t'appelles au téléphone, c'est la boîte vocale, c'est des heures d'ouverture Y. Tu t'en vas sur la vitrine du commerce, c'est des heures d'ouverture Z. Il n'y en a pas une qui concorde.
Puis tu t'es déplacé parce que t'as vu que c'était ouvert. C'est en plein ça. Puis la porte est barrée. C'est en plein ça. Puis là, sur ta fiche Google, t'es pas à jour. Sur Facebook, tu dis le contraire. Ouais. Là, si t'es pas capable de marquer ton heure d'ouverture. L'autre fois, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une erreur dans le numéro de téléphone. Ouais. Là. C'est ça. En fait, tout ce que tu nous amènes là, ce sont des solutions qui ne coûtent pratiquement rien. C'est juste l'intention. C'est juste l'intention. L'intention à l'action. Puis d'être rigoureux et consistant Puis de toujours penser au client. C'est quoi l'impact sur le client? De toujours, si j'étais le client, tu sais, si j'étais un restaurant, bien, je peux le dire. Est-ce que j'ai du parking à proximité? Est-ce que j'ai un valet parking? Est-ce que le parking coûte combien? Est-ce qu'il y a un parking public? Est-ce que c'est un parking... On ne pose jamais ces questions-là. Je le sais, moi. C'est encore là la malédiction du savoir. Le propriétaire d'un commerce, je le sais, moi, je suis dans un... qu'il y a du parking. Non, mais le client, il ne sait pas, lui. Je ne prends que cet exemple-là, mais gardons ça simple pour le client. Plus ça va être... Des sites web de resto. Je suis encore fasciné en 2025. Trouvez le menu. Ouais. Trouvez le menu. C'est la première affaire que je veux voir. Qu'est-ce que tu m'offres comme bouffe? Puis après ça, réserver. Ouais. C'est tout, là. Le reste, là, je m'en sac pas mal. Peux-tu me donner ça? Je vous mets au défi là, d'aller sur plein de sites de restaurants, de trouver le menu du premier coup. Puis là, sur votre téléphone, après ça, d'être capable de le lire. Ah, ça rouvre un PDF. Là, je veux dire, c'est comme 2 points de haut. Moi, avec mes foyers, je lis pas ça. Là. Comment je fais ça? Non, mais c'est des affaires de base, là. Oui, je suis pas en train de dire, hey, ça te prend un CRM à 1 million, puis ça te prend un ERP à 1 million. Puis non. On peut-tu juste faire la base correctement? Oui. Puis anticiper le besoin du client, puis minimiser les si j'avais su, puis expliquer comment ça marche, notre patente. Juste comment ça marche. Ça marche comment? L'autre fois, je vois il y a un nouveau restaurant que j'ai essayé l'autre fois à Québec. C'est une refonte d'un restaurant, c'est très bien. Bon, c'est des menus type tapas. Mais il a gardé ça simple, là. 2 items, ça coûte ça. 3 items, ça coûte ça. Fin de la conversation. Bon, c'est 12 piastres l'item. Il n'y a pas de 14. Puis... Non, il a gardé ça le plus simple possible. Merci. Parce que c'est rendu un casse-tête pour choisir un menu d'un restaurant. Je vais aller ailleurs où ça va être beaucoup plus simple. Oui. Ben, j'aime beaucoup en France les formules à tant d'euros. Là. Fait qu'une formule à 10, à 15, à 20. Fin de la conversation. On ne commence pas à taponner. Je sais que ça peut paraître farfelu, là, mais notre job, c'est d'éliminer tous les obstacles. Oui. Alors, qu'ils soient humains, qu'ils soient numériques. Les classiques numériques. Tu es obligé de me créer un compte pour faire affaire avec toi chez vous. Voyons donc. Pour aller au cinéma, là. J'aime beaucoup. Il y a un cinéma de Québec que j'adore. Je l'ai fait pareil. Mais pour acheter un billet de cinéma à 13$, il a fallu que je crée mon compte. Après ça, un code un mot de passe, je veux dire, de patente bancaire, là, 12 caractères de long, des majuscules, des caractères sur la patente. Le confirmer une deuxième fois, recevoir un courriel, cliquer sur le bouton courriel. Là, pour acheter un billet à 13$, tu peux-tu me sacrer patience? Garde-moi ça simple, je vais aller voir Mission Impossible. Je peux aller voir Mission Impossible, je vais te donner mon numéro de carte de crédit, puis garde ça simple. Ah non, il faut que tu te crées un compte. Hein? Fait qu'il y a ça aussi. Là. Fait que là, pourquoi il faut que je crée un compte? Pour le client, c'est quoi la valeur de créer le compte? Il n'y en a aucun. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit à cette organisation-là, « Ah, ça va être le fun, on va pouvoir avoir des données sur le client. » Oui, mais pour avoir des données sur le client, tu vas le perdre en partant. Tu vas peut-être le perdre parce qu'il va aller ailleurs. Ouais. Puis si j'arrive là, puis je suis obligé de faire la file pareil, j'ai pas de voie express parce que j'ai un code QR sur mon téléphone, pourquoi j'ai tout fait ça? Faut que ça soit raccord, là. Ouais. Si me demande un effort de mon côté, faut que j'ai un bénéfice de l'autre côté. Donc, si j'ai une voie rapide, je scanne puis je rentre. Ah, OK. Puis là, je trouve ça super intéressant parce que ça amène à réfléchir puis tu ramènes ça à base. Puis là, on parle beaucoup du B2C, mais si je parle du B2B... C'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de relation entre 2 personnes. C'est 2 humains. Je vais te prendre un exemple classique que j'aime beaucoup. Elle va se reconnaître, ma comptable, Danielle. C'est ma comptable. OK, elle est technicienne. Mais tu sais, elle travaille au sein d'un grand cabinet qui m'accompagne depuis plusieurs années. Mais fait que c'est du pur B2B, là, on se comprend. Moi, je suis une entreprise, elle est une entreprise, elle travaille au sein d'une entreprise. Mais c'est Danielle. Elle me connaît, je la connais. On se connaît à un stade que je sais qu'elle est grand-père, qu'elle est grand-mère. On fait des petites blagues. Elle connaît ma comptabilité. Quand elle voit des choses, elle me tient. On a construit une relation. Oui. On a vraiment construit une relation. Tu sais, je suis avec ce grand cabinet-là beaucoup à cause de Danielle. Ouais. Si Danielle allait ailleurs... Je ne veux pas faire peur à personne, mais... Non, mais c'est un exemple. Mais c'est un exemple.
Donc, le B2B, c'est une affaire de deux individus. Fait que oui, je représente une marque, d'où l'importance de bien former ces gens-là parce qu'ils représentent la marque. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est important. C'est comme mon... Moi, là, c'est plus personnel, planificateur financier, mais B2B, c'est un parfait exemple. Fait que moi, j'ai des clients dans le manufacturier. Là, donc, ils produisent des produits, puis ils les revendent dans des centres de distribution ou dans des quincailleries. Tiens, c'est un bon exemple. Donc, ils fabriquent des produits manufacturiers. C'est du B2B. Exact. Mais c'est une affaire relationnelle entre le directeur des achats de cette grande quincaillerie-là puis le directeur des ventes du manufacturier. Il y a une relation qui se crée là. Oui. Elle est hyper importante. Je reviens encore à mon père. Oui. L'art de faire du commerce. Oui. S'intéresser aux gens. Prendre le temps de les écouter. Trouver une solution. Puis même être capable de dire, moi, ça m'arrive à l'occasion, je ne suis pas le bon gars pour vous. Tu sais, je vais vous référer à quelqu'un d'autre. Ce genre d'affaires-là, je ne fais pas ça. Plutôt que de faire comme « Oh, yes, un client, il faut que je le garde. » Non, non. Il sort de ton scope. Il sort de ma portée. Puis exact. Ma mission, c'est de prendre soin du client, oui. de le référer parfois à un oui. compétiteur. Il y en a d'autres, là, puis qui sont gentils aussi. Fait que je peux les référer. Puis eux autres aussi m'en réfèrent parce qu'ils disent « Ah, ce volet-là, Daniel, tu le couvres mieux. » C'est correct. Oui. Mais c'est toujours dans une perspective de respect du client, d'amour du client. Est-ce qu'on l'aime, ce client-là? Si on n'aime pas le client, qu'est-ce qu'on fait là? Je reviens là-dessus. Là. Pourquoi vous êtes en business? Parce que si tu n'as pas de client, on en parlait tantôt, CX is business. Là. L'expérience client, c'est le business. Une business, pas de client, ça n'existe pas. Une business, pas d'employé, ça n'existe pas. Une business, pas de produit, de bons services, ça n'existe pas. Fait que ça, c'est un écosystème qui est très fragile, qui est très... Oui. C'est très indépendant, là. Ça me fait penser à mes cours d'écologie ou de biologie au cégep. Mais n'empêche, fait que j'ai mes clients, mes employés, mes produits, services. Je ne peux pas négliger l'un au détriment de l'autre. Parce que si j'ai un mauvais produit, mes clients ne seront pas contents, puis ils vont se défouler sur mes employés. Ça va pas bien. Si j'ai des mauvais employés, mes clients ne seront pas contents, ils vont aller jouer ailleurs. Je vais perdre mes clients. Si j'ai des clients pas contents, ils vont chialer auprès de mes employés vont être tannés de faire ça, ils vont partir. Ouais. Fait que là, il faut que je focus sur ces trois grands éléments-là et que j'ai une lecture, je dirais, hebdomadaire, quotidienne, mais pas annuelle. J'ai une lecture de ce qui se passe réellement. En temps réel. Tu sais, je rentre chez des clients, ils me disent « On a fait un sondage il y a 2 ans. » Hey boy! Ouais, c'est ça. En 2 ans, il s'en est passé des affaires, là. Le contexte socio-politico-économique, il a-tu changé depuis janvier? Pas à peu près. Là, ça a changé complètement la game. Je veux dire, des disrupteurs comme ça, là, on va en avoir de plus en plus. On a une pandémie, on a eu un disrupteur américain. Ça ne fait que commencer. Fait qu'on ne peut pas se baser sur des données qui sont passées date. On ne peut pas se baser sur des données, sur des présomptions, des suppositions qu'on pense que le client a vraiment besoin. Donc, d'où l'importance de le connaître, de s'y attarder, de l'écouter, qu'il nous parle, d'analyser les conversations, les courriels. Il existe des solutions numériques aujourd'hui. Encore là, grâce à l'intelligence artificielle, on peut détecter des plaintes, des patterns, des ci, des ça. On peut donner une voix aux employés pour qu'ils nous expliquent comment on devrait peut-être changer nos façons de faire. C'est une source incroyable, les employés. Puis on leur parle jamais. On leur dit, c'est de même que ça marche. C'est dommage. Oui. Donc, on a accès à un savoir incroyable de gens au téléphone, sur le web, en personne dans les points de service. Puis rarement, on va prendre le temps d'aller leur parler. C'est drôle que tu dises ça parce que plus tôt, on a reçu Mélissa Hervé de Zora Cosmétiques, Biocosmétiques. Et elle nous disait que ça fait 25 ans qu'elle a son entreprise. Puis ce qu'elle aime le plus, c'est d'aller sur le terrain. Ben oui. Puis c'est comme ça qu'elle trouve ses innovations. Puis c'est comme ça qu'elle va dire, OK, bien là, ils ont besoin d'une crème. 10 à 15 c'est des hommes qui utilisent mes produits. Je vais leur faire un produit pour eux. Tu sais, c'est cette connexion-là qu'on oublie dans le quotidien. Puis moi, quand je fais ma stratégie de croissance, j'essaye de simplifier la stratégie, puis je dis toujours le comment. Je dis, êtes-vous capable de me dire votre stratégie en une seule phrase? Puis là, je leur donne l'exemple. OK, à pause, c'est quoi la stratégie? Fait que là, ils vont dire du UX avec de l'innovation, etc. Je vais dire, OK, c'est quoi Walmart, la stratégie? Là, ils vont me sortir la promesse, plus bas prix garanti. Je dis, OK, mais c'est de l'excellence opérationnelle, tu sais, avec les systèmes, etc. Puis là, je dis tout le temps, mettons que vous faites ça, j'essaie de vous rendre ça bien simple, là, vous partez de vos fondations, de votre ADN, vous vous en allez vers votre Mont Everest à vous, qui est votre but hautement audacieux et grandiose, mais il y a 3 souvent catégories de comment.
soit que tu es dans de l'innovation pure et dure, tu es un thought leader des Apple de ce monde, Absolument. soit que tu es en excellence opérationnelle, des Walmart de ce monde, tu sais, d'opération, ou soit que tu es customer-centric, tu es centré sur le client. La majorité des entreprises que je vais coacher vont dire qu'ils sont customer-centric. Je dis, OK, parfait. Tu le mesures-tu? Non. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Ah, les clients sont satisfaits. Comment tu sais qu'ils sont satisfaits? Est-ce que tu leur parles? Ah, non, non, ils sont contents, ils sont contents. Je capote. Ils n'ont pas la donnée. Et puis quand ils l'ont, ils se confortent beaucoup. C'est plate, là, ça se veut. C'est pas un blâme, mais tu as tout à fait raison. Ils n'ont pas la donnée. Ils vont faire des tableaux de bord là, mais, pour se conforter. Dans moi, ce que j'appelle des métriques de vanité. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Là. Il y a un bouquin là-dessus. Oui. Vanity Metrics. Fort intéressant. Donc, ils vont trouver des chiffres qui vont leur dire que tout va bien. Puis, donc, tout va bien. Donc, je sais pas, moi, on a répondu à nos clients, la plupart de nos clients, en dedans de 2 minutes. On a répondu à leurs questions. Oui, mais combien ont dû rappeler parce qu'ils n'ont pas compris? Ah non, ça, on ne mesure pas. Ah, OK, d'accord. C'est quoi le délai moyen? Il n'y a pas cette donnée-là. Donc, ils ne connaissent pas ce qui irrite le client, ce que le client aime aussi. Parce qu'ils font peut-être quelque chose qui enchante le client. Ils ne sont même pas au courant. Oui. Qu'un employé a pensé quelque part au téléphone ou dans une boutique, en faisant ce petit geste-là, là, le client, il fait comme « Oh, quelle belle idée! » Je prends un exemple d'un de mes clients. Ça se fait ailleurs. Le McDo le fait aussi à certains endroits. Un de mes clients, c'est une autre chaîne de quincailliers. Je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font des biscuits pour les chiens. D'accord? Oui. Le propriétaire qui arrive et qui a un bol d'eau dehors, puis il y a des chiens. En passant, la recette est sur le site de Ricardo. C'est même pas une blague. Là. Tu lis sur Ricardo, il y a une recette de biscuits à chiens. D'accord? Fait que plein de petites attentions comme ça. Il y a un McDo à Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec. Si vous êtes au service à l'auto et que vous avez un animal, ils vont vous offrir une bouchée gratuitement pour votre animal. Petit geste qui enchante les gens. Fait qu'on est sur le retour sur expérience. Là. Le ROE est extraordinaire. Bon, est-ce que on a capté cette information-là pour la transmettre à d'autres personnes dans l'organisation? Oui. On a peut-être capté les irritants, mais souvent, on pense juste à régler des problèmes. C'est le fois aussi, parfois, de répéter des bonnes solutions ou des trucs que quelqu'un « Hey, tu fais ça! » Puis ça a ça comme impact. Retour sur expérience. Mais retour sur expérience, là, ça fait en sorte que les gens prennent des photos, publient ça sur les médias sociaux, en parlent à leurs amis. Fait que là, ça, c'est de la pub gratuite. Pas besoin d'un budget marketing de X, Y, Z. Voilà, ça coûte rien. Oui, là. C'est ça. Petit geste qui ne prend pas de temps avec un gros retour sur l'expérience. OK. Fait que là, on comprend. J'adore ces termes-là, retour sur l'expérience. Là, tu as une entreprise, là, puis là, je pense, mettons, à nos auditeurs qui disent « Ah oui, nous autres, on est bons dans l'expérience client. » Puis là, ils font « Merde, je le fais pas, ça. » Par où on commence? Là, je comprends qu'il y a les petits gestes. Mais là, peux-tu juste comme nous donner des étapes de réflexion ou de process? Oui. Parce que toi, tu conseilles, tu accompagnes, mais c'est quoi les grandes étapes pour y arriver? Les grandes étapes, c'est simple. La première étape, c'est faire une recherche client. OK. Fait que la recherche client peut se faire de différentes façons. C'est souvent un amalgame de techniques. Ça peut être un sondage, de l'analyse de service à la clientèle, donc post-transaction. On va faire une mesure, on va utiliser le TNR, le taux net de recommandation, NPS, qu'on connaît plus en anglais, Net Promoter Score. On peut faire des entrevues d'employés, on peut faire de l'observation, on peut aller sur le terrain. Donc, on fait de la recherche. Je répète, c'est une activité qui ne prend pas beaucoup de temps, là, avec un grand retour sur investissement. Oui. Donc, on fait cette recherche-là. On analyse les données. Puis, on produit des modèles de clientèle. On parle de persona. Une technique utilisée... marketing, souvent, on voit... En marketing, en numérique, on utilise ça. C'est un modèle, c'est une représentation de la clientèle de nature qualitative. Oui. On est beaucoup sur les comportements, les attentes, les ressentis, les questions posées, le contexte aussi dans lequel cette personne-là consomme un produit ou un service. D'accord? Aller m'acheter une paire de chaussures au magasin, c'est un contexte relax. Me présenter aux urgences parce que je me suis coupé un doigt ou un bras, c'est un autre contexte. On comprend, je m'excuse de l'image, là, mais fait que le contexte est très important dans le type de consommation du produit ou du service. Je comprends. Si je souscris une assurance, c'est un moment de joie parce que je viens de m'acheter une nouvelle auto, une nouvelle moto. Si j'appelle pour faire un appel de réclamation, c'est pas le même contexte. Si c'est parce que ma maison a passé au feu, le contexte est encore plus grave. Fait que le ressenti du client, il se sent plus paniqué, plus inquiet, donc il a besoin d'être rassuré.
Ouais. comme dans le mot assurance, tiens donc, et prise en charge. Fait qu'on fait cette recherche-là avec des modèles qualitatifs qu'on appelle les personas. Fait que ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le diagnostic. Donc, c'est la production du parcours client. Donc, chacune des échanges, chacune des interactions du client. C'est où qu'on est rouge, jaune, vert dans les points de contact avec le client? C'est en plein ça, exactement. Okay. Fait que là, on va identifier pour chacun des points de contact que le contact soit initié par le client ou par l'entreprise, parce que des fois, on lui envoie quelque chose. Hein? Oui. La livraison, c'est un bon exemple. C'est une interaction qui est initiée par l'entreprise. Donc, on va tracer le parcours client très détaillé. Des fois, je vois des parcours clients. Là. Avez-vous fait ça? Ah oui, ils montent une page 8,5 par 11 ou 8,5 par 14. Une page. Non, ça prend un mur au complet pour faire un parcours client d'habitude, là, si je le mets en temps. Il y a plusieurs détails. Donc, on va tracer dans un premier temps chacune des interactions. Puis après ça, pour chacune de ces interactions-là, je vais documenter à l'aide des clients, à l'aide de le client étant l'organisation ou des gens qui sont en première ligne. Donc, je vais parler toujours avec des gens en première ligne. Je vais documenter les constats, les attentes, les ressentis. Donc, les constats, c'est des chiffres. Je sais pas moi, à chaque fois que j'envoie une lettre, il y a 50 des gens qui m'appellent. Le délai d'attente moyen est de 30 minutes. Le délai d'attente moyen est de 5 minutes. C'est un constat, c'est des données. Après ça, je vais avoir les attentes. Le client s'attend à quoi? D'accord? Il voudrait être autonome. Il voudrait ne pas nous appeler. Ah, OK. Il voudrait faire ça en ligne. OK. Il voudrait telle affaire. OK. Et il voudrait pas nous appeler pour savoir elle est rendue où sa demande. Oui. Fait qu'il voudrait avoir un appel proactif de notre part. OK. Puis après ça, les ressentis. Les positifs comme les négatifs. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il comprend pas, qu'est-ce qu'il confond, qu'est-ce qui l'inquiète. Avec des emojis. Là. Tu prends un banque d'emojis, puis tu traces ça. Et après ça, un coup qu'on a fait ça, on trouve des solutions. Et donc là, c'est dans la séquence. Fait la recherche, le diagnostic, puis là, après ça, on regarde où ça fait le plus mal. Puis là, on trouve des solutions humaines, procédurales, numériques, matérielles. Oui. Donc, humaines, c'est former du monde, engager du monde, peu importe. D'accord? Puis probablement standardiser les meilleures pratiques par rapport à un contact client. Bien sûr, mais là, c'est ce qu'on va détecter dans le parcours. Oui. C'est qu'on va s'apercevoir qu'il y a une inégalité, une incohérence dans la qualité de la prestation, dans le discours tenu par les employés au téléphone. On va faire de l'écoute. Ça aussi, ça fait partie de la recherche. Oui. Faire de l'écoute. Moi, je fais ça là, des fois. Là. Je m'envoie dans un centre, puis j'écoute. J'ai pas de micro. Je fais juste entendre ce que le client dit, puis ce que l'employé répond. Mais là, aujourd'hui, on fait faire ça par de l'intelligence artificielle. On peut faire un échantillonnage pendant une semaine, un mois. Imagine la quantité de données qu'on va avoir. Des centaines d'appels par jour sur, mettons, 20 employés. T'en as combien de données? Fait qu'on est capable d'aller chercher ces données-là. Donc, je fais ma recherche, je fais mon parcours. Oui. Puis là, je suis capable de faire à cet endroit-là. Mes clients sont vraiment pas contents. Bon, parfait. Fait que là, je vais aller voir en arrière dans l'organisation. Parce que tu sais, un commerce ou une entreprise, tu as la scène. Oui. Puis la business, c'est l'arrière-scène. Fait que l'arrière-scène, c'est quoi? C'est People, Process and Tools. Les gens, les processus, les outils. Outils étant technologiques. Donc, souvent ça. Ça peut être un terminal, ça peut être une borne de paiement, ça peut être peu importe. Oui, mais c'est ces trois affaires-là. Fait qu'on va aller fouiller en arrière. Puis là, je vais peut-être m'apercevoir que, oups, il n'y a pas de processus. Fait que là, il n'y a pas de processus. Ah, il n'y a pas de formation. Ah, OK, la formation, c'est justement un macaron. Une cohérence avant, pendant et après. Exact. Une cohérence d'expérience, une cohérence par rapport à la marque aussi. Oui. On est de ce genre-là. Voici notre marque, notre brand, c'est ça. On est de même. Bien, il faut que ta marque, faut que ton expérience que tu fais vivre à tes clients le respecte. Fait que ça, fait que formation, processus. Combien de gens en formation? La seule formation qu'il y a, c'est qu'ils ont un macaron, c'est écrit un macaron, puis ça dit en formation. Oui, mais c'est pas comme ça, là. Il y a une vraie formation, un vrai encadrement pour que moi, comme client, je me sens en confiance. Quand je pose une question à un conseiller ou ne serait-ce un barista dans un café ou un serveur d'un restaurant. Fait qu'on va travailler sur ces solutions-là, des fois des solutions matérielles, des fois des solutions numériques. Des solutions procédurales, comme je te disais tantôt, revoir les processus, etc. J'avais vu en conférence à travers Scaling Up, son nom m'échappe, c'est lui qui a écrit le livre Uplifting Service. Oui, ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose, mais il m'avait dit quelque chose, puis il avait comparé l'expérience client, ça m'a toujours marqué. Il dit l'expérience client, il dit, c'est comme un film de James Bond. Il dit, au début, quand le film commence, il faut que tu crées un genre de wow. Tu sais, ce que je veux dire, lui, ce qu'il disait, c'est que tu peux pas être high tout le long avec ton client pour que ce soit exceptionnel. Tu sais, il y a des phases, fait qu'il dit, ça commence comme un film James Bond, il faut que tu crées le wow.
Puis après ça, tu t'en vas d'une étape à l'autre. Puis là, tu sais, à un moment donné, mais à la fin, ça finit sur une bonne note, puis il part avec la fille dans le char, tu sais. Ouais. Je suis un peu plus pragmatique. Et le wow du début, pour moi, c'est la finale. Souvent, les gens vont... Je ne veux pas contredire cette personne-là, mais moi, le wow, c'est la dernière affaire. OK. Puis je ne suis pas tout seul. Là. Il y a une grosse étude qui a été faite, je t'en parlais plus tôt. Qu'est-ce qui est le plus important dans une bonne expérience client? Des gens gentils qui s'y connaissent de l'efficacité. Ouais. Je veux dire, puis de la commodité. Ça veut dire que tu as des heures d'ouverture puis que ça marche. Que la base soit faite adéquatement. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Je vais te faire un contre-exemple un peu exagéré, là, mais mettons que je m'en vais dans un hôtel, d'accord? Puis tu m'accueilles là, dans là-bas du champagne, des ballons, un clown. Je veux dire, la totale. Ça marche? Oui. Puis j'arrive dans ma chambre, puis le plancher est collant, puis la salle de bain est sale. Non, ça marche pas. Tu comprends? Fait que, peux-tu commencer par faire la base? Oui. T'organiser que tout soit propre, que la chambre soit préparée. Ça, je sais que c'est pas sexy, là, laver une bolle de toilette, nettoyer un plancher, mais mettre lui, des ce qu'il disait, c'est que t'es pas obligé tout le temps d'être le champagne puis des ballons à tous les points de contact. Ah non, pas en tout. Puis même, je te dirais, on n'a même pas besoin de ça. Je comprends. Fais juste la base. Oui. Sois juste... consistant et rigoureux sur la base. Excellent. Oui, absolument. Sois excellent sur la base. Okay. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Unreasonable Hospitality. J'en ai peut-être parlé. Oui, avec Simon Sinek. Ben, en fait, le gars de New York. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un livre extraordinaire. Ça raconte l'histoire d'un restaurateur haut de gamme qui voulait devenir le meilleur restaurateur au monde. Okay? Fait que c'est rien de moins. Mais cette restauration, tu sais, genre à 500 $ US le couvert. On n'est pas, pas un petit restaurant. Tellement cool. Mais il y est parvenu. Et un des apprentissages de ce livre-là, c'est que la façon de faire une chose devrait être la façon de faire toutes les choses. Oui. OK? Fait que tout est parfait ou tout ne l'est pas. Oui. Fait que c'est un état d'esprit. Fait que dit même les notes qu'on met à l'intention des employés, on s'assure que ce soit de beaux documents, qu'il n'y ait pas de faute, que ce soit bien présenté. C'est pas parce que le client ne le voit pas que c'est pas important. Donc, tous ces détails-là comptent. Fait que je reviens. Soyons bons tout le temps. Donc, à chacun des points de contact, trouvons une façon... Chacune des interactions, point de contact, c'est le terme technique, je m'excuse. Donc, à chacune des interactions, trouvons une façon de maximiser les ressentis positifs et de réduire, minimiser, voire éliminer les ressentis négatifs. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est juste ça, mais c'est tout ça. Oui. Alors, si on le fait, ça va fonctionner. Si on le fait pas, ben là, je veux dire, il va s'accumuler plusieurs petites mauvaises expériences qui vont faire en sorte que vous allez perdre vos clients. C'est aussi simple que ça. C'est ça, exactement. Parce que c'est la base. Justement, dans ce livre-là, j'avais tellement aimé l'exemple des hot dogs. Ah oui. Tu t'en rappelles? Oui, pour faire vivre une expérience new-yorkaise. Donc, le serveur entend que les gens sont à New York, puis veulent essayer le street food, puis là, les hot dogs, puis tout ça. Et là, le serveur dit aux gens dans la cuisine... Va me chercher des hot dogs. Va me chercher des hot dogs. Ils ont comme servi d'une certaine façon. Mais imagine comment tu viens de frapper l'imaginaire. Là, absolument. Mais la même affaire avec la pizza aussi. Il avait fait le même exemple. Mais je vais prendre un autre exemple... Même dans un restaurant, pas compliqué. Là. Je suis en voyage aux États-Unis, je suis en randonnée moto, j'étais avec ma douce. On va dans un restaurant de sushi, et puis on se ramasse dans ce restaurant-là. Excellent sushi, très bon service. Puis le serveur, après nous avoir desservi, dit « Bon, je ne devrais pas vous dire ça, mais je vois que vous êtes des touristes. » Évidemment, on parle français. On n'est pas des États-Uniens. Donc, il dit « Ben, regardez... Et puis, il me tend un papier. C'est écrit là-dessus. Là. Il fait chaud dehors. Il y a un comptoir de crème glacée à 2 coins de rue. Je vous recommande fortement parce que c'est vraiment de la bonne crème glacée. Puis voici telle boutique très appréciée. C'est pas un tourist trap. Puis voici, allez visiter tel lobby, là, le Wicked Rabbit. Le lobby est art déco. C'est unique dans la... Fait qu'il est passé d'un rôle, puis je ne veux pas avoir l'air condescendant en disant ça, de simple serveur. Ben, c'est pas simple d'être serveur, là. Mais il est passé d'un rôle de serveur à... Il a fait le petit plus. Il a fait le petit plus. Il a fait l'ambassadeur. Le wow effect. Le wow. Est-ce que ça a coûté cher? Encore là, je reviens. Non. C'est une question d'intention, c'est une question de posture de l'organisation. Est-ce que je suis réellement centré client? Tu l'as posé tantôt. Il n'y a aucun client qui va dire non, je ne suis pas centré client. Mais je veux dire, c'est comme la soie dentaire, je m'excuse. Là. Mais tu sais, est-ce que tu passes la soie dentaire à tous les jours? Parler à une hygiéniste, on va avoir la réponse. Là, fait que, non, mais on ne peut pas dire non, là, parce que je veux dire, non, mais c'est un billet de conformité. Là, on ne peut pas dire non. Mais c'est la même affaire. Oui. T'es-tu centré client? Oui, mais dans les faits, ce que tu viens de faire, c'est pas centré client, mon grand. Donc, est-ce que tu as pensé à ton client tout le temps, avant l'expérience, pendant l'expérience, après l'expérience?
Ne serait-ce que du déballage du produit, de l'utilisation du produit, du service après-vente, la livraison. Je l'ai oublié, comment la livraison s'est faite. Je veux dire, le gars qui a livré ça, il a-tu reculé dans ta plate-bande de fleurs que tu viens de planter parce que c'est le printemps puis tu es contente? Tout ça fait partie de l'expérience client. Donc, il n'y a pas trop petits détails. Oui. Puis c'est un travail continu. Fait que tu peux pas dire, check, je viens de régler l'expérience client. Ben non. Ça n'arrête pas de bouger. Ça va s'améliorer. Le client va changer. Il va y avoir d'autres situations qui vont se produire. Donc, il faut continuellement s'adapter. Mais c'est le plaisir de ce travail-là. Si on aime vraiment le client. Mais ça va aussi avec, tu sais, moi, dans mon coaching à moi, c'est de prendre des bons joueurs des talents qui vont voir les valeurs de l'organisation pour être capable d'en parler, de l'élaborer. Daniel, clairement, on comprend que c'est un sujet qui te passionne. Oui. Et j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu, parce que tu as écrit un livre. Moi, en fait, je t'ai fait venir, c'est que c'est ça, l'expérience. Oui, de que c'est l'expérience client. On va le mettre, toutes ces informations-là, on va les mettre sous la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir, en apprendre plus, parce que tu aimes donner des conférences. Oui, absolument. Absolument. Et tes titres de conférences, juste un peu pour éclairer les gens, donc sur l'expérience client nécessaire. Beaucoup sur l'expérience client, là, donc que ce soit en B2B ou en B2C. Oui. Tu sais, je suis en plein de domaines, là, autant des pharmacies que des services bancaires, financiers, assurances, commerce de détail, tout ça, chambre de commerce. Je suis dans différents univers, là, d'accord? Oui. Donc ça, une conférence expérience client qui peut se transformer en atelier dépendant de la taille des groupes. Des groupes, là. Okay. Faire une formation en expérience client avec 700 personnes, c'est difficile. Avec une centaine de personnes, c'est gérable. Donc, conférence, je fais de la conférence atelier, justement. Donc, c'est une conférence qui est plus interactive. Mais les gens dans l'action, probablement. Exactement. Je pose des questions pendant la conférence au lieu de les mettre en table. Je me suis aperçu que ça fonctionnait plutôt bien puis que les gens interagissaient. Donc, ça, c'est une formule 2 heures. Puis après ça, moi, si on veut la totale... Une journée complète. Okay. Je prends un exemple je reprends ce que j'ai fait chez Canac. Donc, j'ai tracé un parcours client en amont avec du monde à l'interne. J'ai laissé les cases inférieures vides sur le parcours. Donc, les constats, les attentes et ressentis étaient vides. Donc, une journée de formation avec Canac. J'ai formé je ne sais pas combien de gens là-bas, plusieurs journées. Donc, pendant une journée, en préparation, j'ai fait mon parcours. Donc, pendant la journée, 2 heures de formation sur l'expérience client. Oui. Puis après ça, les gens doivent compléter le parcours en équipe. Oui. Et ça, là, c'est une affaire extraordinaire parce que les gens, ils font comme OK, à cet endroit-là, c'est quoi les problèmes qu'on rencontre? C'est quoi les solutions qu'on pourrait avoir? Ils sont juste contents. Il n'y a pas personne qui se lève pour faire mal faire. Hein? Bien, c'est ça. Fait que là, on travaille, puis après ça, je leur demande de me prioriser les pistes de solutions qu'ils ont trouvées, puis on finit avec ça. Fait que normalement, le lendemain, ils repartent avec un... Je veux dire, moi, j'appelle ça CX in a day, là, l'expérience client en un jour. Oui. C'est une espèce de package, c'est une journée au complet. Okay. Bien entendu, j'ai du travail à faire avec le client en amont. Pour mais quand arriver... même, c'est une belle intervention. On va faire des immenses posters, là, puis les gens travaillent en équipe en post-it. Avec les post-it, c'est vraiment, là... C'est génial. Au-delà de mes attentes, pour être bien honnête, ça pogne. Puis là, plein de types de clientèle que tu te dirais, non, ça participe, sont intéressés. Puis il y a même entre eux autres un petit peu de compétition sympathique. C'est un peu mon objectif avec le podcast, c'est de faire briller des experts qui ont une expertise complémentaire à ce que moi, je vais faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'organisations qui veulent miser sur l'expérience. Mais là, ce que tu nous as démontré aujourd'hui, ça coûte pas cher. Oui. Il faut juste prendre le temps. Tu as une recette qui marche, tu as des exemples. Écoute, moi, c'est ça que j'adore en conférence, de tellement d'exemples. C'est tellement vrai et tout. Donc, merci infiniment de ton temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu laisser comme message ou qu'on aurait dû discuter, que peut-être qu'on n'a pas eu le temps? Ou... Non, je pense qu'on a tout couvert. Mais ma phrase clé, c'est mieux vaut 100 fois 1% qu'une fois 100%. Je reviens là-dessus. Les petits gestes, commencez maintenant. Oui. Attendez pas 6 mois, 1 an pour améliorer votre expérience client. Vous voyez un endroit que ça ne marche pas? Corrigez-le maintenant. Oui. Puis on continue. T'sais, être dans l'action plus rapidement. Il faut se poser les bonnes questions. Là. Je ne dis pas de rentrer d'un mur. C'est pas ça que je dis. Mais peut-on être dans l'action plus rapidement? Puis au pire, on se sera trompé, puis on aura appris, puis on trouvera une meilleure solution par la suite. Oui. Ça, cet état d'esprit-là, c'est ça aussi. D'amélioration continue, de réflexion. Donc, d'être à l'écoute, puis de toujours trouver des petits gestes, puis les essayer, puis voir ce que ça donne. On va mesurer, on va s'améliorer. Puis c'est quoi? On va garder nos clients. C'est ça qu'on veut. Puis là, tu avais ta statistique de 33 hein? Oui, 33 des clients qui ne sont pas contents après une seule mauvaise expérience client dans une entreprise qu'ils aiment, qui quittent. C'est énorme. Je répète,
Puis chaque dollar investi en expérience client, là, il est rentable, d'accord? Le retour sur investissement, il est considérable. Ça coûte combien? Je répète, je reviens avec mon chiffre de tantôt. Ça coûte 100 fois 100 $ 100 unités, peu importe, acquérir un client, alors que de le garder, ça coûte une unité. Oui. Ben, j'ai tout avantage à garder mon client, oui. puis à le fidéliser, puis le transformer en ambassadeur. Puis lui, il va évangéliser plein d'autres mondes, du beau marketing gratuit. Puis ça vient pas de ma bouche, ça vient d'un autre client. Exactement. Je veux dire, c'est la meilleure des choses. Oui. Comment s'est-on rencontrés, Cléo? Oui, bien c'est comme ça. Oui. Parce qu'il y a un de mes clients qui t'a parlé de moi, puis toi, puis là... Ben oui, puis là, je dis, viens dans mon mastermind, etc. Exactement. Puis grâce à ça, il y a des gens qui m'ont vu, qui m'ont appelé. Donc, ce référencement... Faut que ce soit la même chose dans les organisations. Donc, Exactement. Le volet humain. Fait que merci de ton temps. Merci d'avoir parlé du volet technologique, du volet humain. On comprend d'où tu viens. On comprend ta belle curiosité. Et je voudrais vraiment te voir, toi, quand tu es en vacances. Ouais, faut que je travaille là-dessus. Oui, c'est ça. Faut que je travaille là-dessus, c'est difficile. Ben, en tout cas, je te remercie sincèrement de ton temps sur le podcast. Je pense que ça va donner plein de belles idées pour nos gens par rapport à l'expérience client. Ben, merci de m'avoir invité, c'est très agréable. OK, super. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.